La maison de la belle-mère était bondée. Les proches du mari venaient de partout, belle-sœur, tante, voisins de l'immeuble voisin. L'appartement exigu avait 2 longs plateaux de nourriture poussés contre le mur. Les chaises étaient retirées de la cuisine, les plats étaient appuyés les uns contre les autres comme un puzzle non résolu. Au centre de ce chaos organisé, Tamara Petrovna régnait en maître. Avec l'air de quelqu'un qui commande un banquet d'État, il distribuait les ordres au milieu de soupirs et de regards désapprobateurs, comme si chaque détail relevait de la sécurité nationale. Léna s'y sentait comme un corps étranger. Personne ne l'a attaqué directement, il n'y a eu ni cri ni juron. Mais chaque mot subtil, chaque sourire forcé, chaque demande polie, Léna, sors-le d'ici, Léna, reste à l'écart, la traversait comme de l'eau glacée, laissant une couche invisible d'inconfort. L'air était lourd. Le corps faisait mal. Depuis la veille, où elle avait osé préparer les colodets selon sa propre recette et non la version sacrée de sa belle-mère, une douleur sourde lui martelait les tempes, son estomac s'était rebellé, et le monde semblait légèrement penché, comme si la gravité avait décidé de jouer avec elle seule. Sergueï, le mari, se sentait tendu depuis le petit déjeuner. Elle savait que sa mère ne pouvait pas supporter que Léna gâche l'ambiance. Pour Tamara Petrovna, toute plainte était un non-sens, toute faiblesse était un manque de respect envers sa famille. Lorsque Léna a demandé à s'asseoir, affirmant qu'elle ne se sentait pas bien, sa belle-mère a levé les yeux au ciel de manière théâtrale. « Il y a toujours une excuse, murmura-t-il, assez fort pour que tout le monde l'entende. Ma mère, qui avait une bronchite, recevait des visiteurs et ne se plaignait pas. Et celle-ci arrive et veut se coucher ? » Sergueï s'est approché de sa femme, mais c'était pour la prévenir, pas pour la soutenir. « Ne commence pas, Léna. Parfois tu en fais trop. Ma mère a raison, ce n'est pas le moment de faire une scène. » Elle déglutit difficilement. Que pourrais-je dire de plus ? Il se tenait là, regardant le rôti dans l'assiette, incapable d'avaler ne serait-ce qu'une bouchée, tandis que la sueur coulait sur son visage, ses mains tremblaient et sa tête tournait comme une toupie en fuite. Soudain, il se releva. « Désolé, dit-il sans attendre de réponse, et il se dirigea vers la chambre. Mais il n'a pas fait 2 pas. Les murs se mirent à danser, le sol s'inclina, et puis, l'obscurité. Il s'est réveillé comme s'il sortait d'un puits profond. Le corps, lourd comme du plomb, lèvres, sèches comme du papier. Quelqu'un l'appela, d'abord étouffé, puis insistant. « Léna. Léna, tu m'entends ?» Elle ouvrit les yeux et vit le visage penché d'Anya, la cousine éloignée de son mari, celle qui ne se présentait presque jamais aux fêtes. « Ce qui s'est passé ? » essaya-t-il d'articuler. « Tu t'es évanoui. »« Tu es tombé comme un sac, » répondit Anya alors que quelqu'un lui tendait un verre d'eau. Au fond, Sergueï, pâle, regardait autour de lui comme un garçon pris en flagrant délit. Et il y avait Tamara Petrovna, avec son air de supériorité inébranlable. Eh bien, comme je l'ai dit. Pression artérielle basse, fatigue. Laisse la fille se reposer, ça passera. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça ? A explosé Anya. Regardez ses mains, elles sont froides. Son pouls est faible, elle est blanche comme un drap. Il lui faut une ambulance. Ambulance, c'est moquer la belle-mère. Maintenant, tout ce que nous devons faire, c'est admettre la pauvre chose parce qu'elle ne se sent pas bien. Sergueï, incertain, a marmonné quelque chose à propos de « ma mère a peut-être raison », mais Anya tapait déjà sur son téléphone portable. « Je ne vais pas discuter. Je vais appeler. » Et c'est tout. Léna essaya de protester, bougeant ses doigts avec effort. « Pas besoin. » Silence, coupa fermement Anya. « Vous n'êtes l'héroïne d'aucune histoire. Vous êtes une femme malade et vous allez vous taire maintenant. » Pendant qu'ils attendaient, les convives revinrent lentement à table, échangeant des regards et des commentaires bas. Encore une fois, il y a toujours un problème, elle a gâché la fête. Léna, enveloppée dans une couverture sur le canapé du salon, pensa pour la première fois, si je mourais ici, on dirait que c'était juste de la fatigue. La chambre d'hôpital était lumineuse mais froide. L'odeur de l'alcool, le bruit des perfusions qui dégoulinaient, les chaises en plastique dur. Léna pouvait à peine tourner la tête. Tout me faisait mal, mon corps,
à cause de la maladie, l'âme, de la trahison. Le médecin, une femme d'une 50aine d'années, à la posture droite et au regard direct, s'approcha et ajusta ses lunettes sur le bout de son nez. Vous avez eu de la chance d'arriver à temps. Une poussée inflammatoire aiguë et d'après les tests, cela durait depuis des jours. Je l'ai senti, mais je pensais que ça allait disparaître, a avoué Lena, presque sans voix. Le docteur soupira. C'est toujours comme ça. Les femmes tiennent, elles travaillent, elles se taisent, jusqu'à ce qu'elles n'en puissent plus. Puis vient l'urgence, l'opération, le médicament amer. Il hésita. Qui a appelé l'ambulance? La cousine de mon mari, Anya. Mon mari a d'abord consulté sa mère. Elle a dit que j'exagérais. Le docteur secoua lentement la tête. Assez. Maintenant, repose-toi. Et réfléchis-y, veux-tu retourner dans un endroit où ils ne t'entendent que lorsque tu te tais? Après le départ du médecin, Lena regarda le plafond. Pourquoi n'a-t-il pas crié? Pourquoi ne s'est-il pas faufilé, n'a-t-il pas pris ses affaires et disparu? Pourquoi a-t-il accepté que sa douleur soit traitée comme un mimimi? Anya est venue tous les jours. Il apporta des soupes, des fruits et même, une fois, une écharpe tricotée encore chaude. Il s'asseyait à côté du lit, racontait des blagues, s'amusait. Jusqu'au jour où Lena demanda doucement, « Pourquoi fais-tu ça pour moi ?» Anya sourit amèrement. « Parce que j'étais toi autrefois. Je suis resté silencieux jusqu'à ce que je n'ai plus de voix. Maintenant, j'aide ceux qui peuvent encore se sauver. » Lorsque Lena est sortie, l'air extérieur était différent. Febrero a insisté pour repousser l'hiver, mais le soleil brillait plus fort. Les gouttes des gouttières coulaient comme de la musique. Le vent ne mordait plus. À la porte de l'hôpital, il portait une petite valise juste l'essentiel. Et un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des années, la détermination. Je n'ai pas appelé Sergueï. Je n'ai pas envoyé de message. C'est lui qui a écrit, quelques jours plus tard, « Ma mère dit que tu as exagéré. » Mais ça va, tout le monde était nerveux. Est-ce qu'on va revenir à la normale? Normale. Où sa faiblesse était la honte. Où prendre soin de soi était égoïste. Où son existence ne servait qu'à remplir des espaces. Il a loué une chambre dans un autre quartier. A déposé le divorce. Et, pour la première fois, ce n'était pas justifié. Je n'ai pas expliqué. Il n'a pas demandé de compréhension. Le jour de la signature, Sergueï s'est présenté avec sa mère. Tamara Petrovna la regardait avec les lèvres serrées, le venin dans les yeux. « Comme tu veux » cracha-t-il en passant. Lena ne répondit pas. Il vient de signer les papiers. Un mois plus tard, il reçut une carte d'Anya. À l'intérieur, une courte phrase, « Se choisir est le premier pas vers une vraie vie. Si tu en as besoin, je suis là. » Le printemps était définitivement arrivé. Lena travaillait, rentrait à la maison fatiguée, mais c'était une légère fatigue. Son appartement maintenant le sien avait des fleurs qu'elle avait achetées elle-même. Le matin, je préparais le café, je mettais de la musique, je regardais par la fenêtre. Et lorsque la voix de sa belle-mère ou le regard froid de Sergueï tentait d'envahir ses pensées, elle répétait, comme un mantra, « Je n'ai pas cassé. Je me suis sauvée. »